Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour Laurent Joly. Bonjour Eva. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J pour nos grands entretiens. Vous êtes historien, spécialiste du régime de Vichy et de l'antisémitisme, et aussi directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, La rafle du Veldiv, avec Alice Mendelssohn, une jeunesse sous l'occupation, est paru chez Grasset. Laurent Joly, c'est quoi un historien ? C'est quoi un historien ? Déjà, l'histoire appartient à tout le monde. Donc, tout le monde peut se faire historien. Des gens se font historien de leur propre famille. On fait de la généalogie. Tout le monde a une pratique de l'histoire. Donc, c'est vrai que tout le monde peut se dire historien. Mais en fait, historien, c'est aussi un métier qui nécessite une formation. Il faut avoir fait des études d'histoire. C'est un peu la base. Et puis, c'est une méthode surtout. C'est une méthode qui consiste d'abord à savoir repérer des archives, savoir les consulter, savoir les traiter, et puis savoir en tirer une interprétation. Et ça, tout ça, il y a des contraintes. Et on n'est pas libre de ces interprétations en vérité. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une idée préconçue et vous vous dites je veux arriver à ça et je vais orienter ma documentation et mes lectures vers ce que je veux démontrer, vous ne faites pas vraiment correctement votre métier d'historien. Donc c'est ça, historien, c'est une méthode et une certaine manière d'interpréter le passé. Comment, à partir de quel nombre de sources et comment on peut établir un fait de façon certaine ? Comment on peut établir un fait de façon certaine ? D'abord, il faut croiser ses sources. Ça, c'est la base. Il faut le maximum de documentation, il faut qu'elle soit variée. Je vais prendre l'exemple de la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv, au départ, on l'écrit premiers travaux dans les années 60 à partir essentiellement des récits des témoins. Les récits des témoins, ils apportent quelque chose d'important parce que c'est eux qui ont vécu le drame et donc c'est une certaine lecture et on comprend du point de vue des victimes cette catastrophe qu'est la rafle dite du Veldiv. 13 000 personnes arrêtées en moins de 2 jours dans les rues de Paris, les séparations des familles, voilà, c'est un véritable drame. Donc vu par ceux qui ont réchappé, qui peuvent en parler, c'est une vision qui est forte, qui est importante, mais qui nécessite d'être croisée avec les archives de la police, avec aussi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon livre sur la rafle du Veldiv, j'ai trouvé les paroles de policiers, parce que des policiers ont été épurés, et là, on voit un autre point de vue. Donc vous voyez, on croise les différents points de vue, et l'idéal, évidemment, d'un travail historique, c'est quand vous arrivez, comme disait Saul Friedlander, à avoir tous les points de vue. C'est-à-dire que vous avez celui des décideurs, ceux qui ont organisé un événement, celui de ceux qui l'ont exécuté, et puis le point de vue de ceux qui l'ont vécu. Alors, le summum, c'est d'avoir en plus ce qu'on appelle les témoins, les voisins, ceux qui ont observé, qui ne sont pas partie prenante. Donc, quand vous avez ces différents niveaux, vous avez suffisamment de documentation sur ces différents niveaux, vous pouvez vraiment écrire correctement l'histoire. Le temps de l'histoire, c'est pas le temps de l'information. C'est pas le temps de l'information et en même temps, parfois, ça peut se croiser. C'est-à-dire que on peut avoir, effectivement, un journaliste ne va pas avoir accès directement aux archives, mais il peut avoir accès à des sources étatiques. Avoir accès à quelqu'un qui va lui donner des informations, qui va lui donner même des documents. Donc parfois, on se rend compte, et moi je l'ai observé, parce que je suis en train de travailler depuis longtemps sur la manière dont on a écrit l'histoire de Vichy et l'extermination des Juifs de 1945 à nos jours. Ce qui me frappe, c'est que assez tôt après la guerre, on a un grand nombre d'informations, et notamment d'archives, parce qu'il y a des procès, il y a le procès de Nuremberg, donc il y a une accusation française à Nuremberg, donc on a des archives déjà de l'État de Vichy qui sont là, mais est-ce qu'on les a correctement lues à ce moment-là ? C'est une autre chose, mais vous avez déjà des gens, le Centre de documentation juive contemporaine est créé dans la clandestinité, on le sait, s'installe à Paris en 1945, et produit des premiers travaux, et c'est assez frappant de voir que, alors qu'on n'est pas encore dans une logique historique, mais qu'on est dans une logique de documentation, de défense des intérêts juifs devant la justice, on a déjà une histoire qui commence à s'écrire. Donc vous voyez que parfois, le recul c'est important, mais on se rend compte qu'au moment de l'événement, parfois on a beaucoup d'informations, et les historiens parfois se replongent dans ces informations produites sur le moment.
de l'événement. Alors justement, vous parlez de ces différentes interprétations et du moment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle période de latence entre la libération et la prise de conscience de la persécution des Juifs? D'abord parce qu'on est dans une vision de ce que sont les crimes de Vichy. Longtemps, ça va être centré sur... D'ailleurs, c'est même pas les crimes de Vichy, c'est même antérieur, c'est l'armistice. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va reprocher avant tout au maréchal Pétain. C'est moins de s'être mis à la tête d'un État dictatorial, l'État français, créé en juillet 1940 et qui va collaborer et contribuer à la déportation des Juifs, que d'avoir été le dernier président du Conseil de la Troisième République qui a été en faveur de l'armistice. L'armistice est vu comme vraiment ce qui a été le déshonneur français. Ça, c'est vraiment une vision, la vision gaulliste qu'on a et qui s'impose dans la lecture. C'est ça qui domine. Ça qui domine. Le déshonneur français, c'est l'armistice et tout le reste, finalement, n'en est que la conséquence et c'est donc moins important et on le traite moins. Puis il y a ce changement dans les années 60-70 où c'est lié à plein de choses. Et notamment au fait que la question des droits de l'homme devient centrale, et ben c'est le fait d'avoir livré des Juifs qui devient la chose la plus importante et ce qui marque le déshonneur français. Donc on voit ce basculement qui se produit et pour le coup qui est assez logique, même si, une fois de plus, on a déjà un grand nombre d'informations, on a déjà un grand nombre de travaux historiques qui existent dès la fin des années 40, dès les années 50, avec notamment les travaux de Léon Poliakov, de Joseph Billig, de Georges Wellers. Mais ces travaux ne sont lus que par des spécialistes et puis dans ce qu'on appelait les cercles communautaires. Vichy, l'antisémitisme d'État en France, c'est une période qui hante encore aujourd'hui beaucoup les débats. Par exemple, on l'a vu au moment du Covid, cette période de l'histoire, elle est régulièrement convoquée pour des sujets qui n'ont pas de rapport avec elle. Comment vous l'expliquez ? C'est le syndrome de Vichy. Vous savez, Henri Rousseau publie en 1987 un grand livre, Le syndrome de Vichy. Henri Rousseau, depuis quelques années, a remarqué que Vichy devenait une obsession. Il a été frappé par l'affaire d'Arquet de Pellepoix en 1978, la déclaration scandaleuse de l'ancien commissaire général aux questions juives à l'Express. Ça a été repris par un pigiste de l'Express qui avait retrouvé d'Arquet de Pellepoix en Espagne, qu'il avait enregistré. Et d'Arquet de Pellepoix disait à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Ça avait fait un scandale. Et à partir de ce moment-là, il y a des affaires. Serge Klarsfeld commence véritablement sa campagne contre les responsables français de la déportation des Juifs qui n'ont pas été condamnés à la libération. Donc il va porter plainte contre Jean Leguet, l'adjoint de René Bousquet, donc c'était le chef de la police de Vichy. Leguet, le bras droit de Bousquet, avait organisé en grande partie la rafle du Veldiv, qui porte plainte contre lui. Ne peut pas porter plainte tout de suite contre Bousquet parce que Bousquet a déjà été jugé, donc c'est plus compliqué. Mais et il y a d'autres affaires. Copernic, 3 octobre 1980. Donc on pense 3 octobre 1940, le statut des Juifs. Donc là, on est persuadé que c'est à nouveau l'antisémitisme qui tue en France, l'antisémitisme d'extrême droite qui tue en France. On se rendra compte que c'est pas ça. Mais voilà, on devient obsédé par Vichy et Rousseau publie ce livre en 1987. Mais c'est comme s'il analysait des épisodes un peu conjoncturels. Et en fait, on se rend compte que c'est devenu structurel. Et lui-même le dit, en fait, le syndrome de Vichy, c'est tout le temps là. Et on est tout le temps dedans. Voilà, on est tout le temps dedans parce que finalement, il y a certes la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ça a surtout été là-bas. Mais c'est le dernier grand traumatisme français. On a eu d'autres, bien sûr. On a eu 2012, on a eu 2015. Mais ça reste quand même 40-42, la livraison des Juifs, la Shoah en France. C'est le dernier grand traumatisme, en tout cas le plus important, le plus considérable en France, même s'il y en a eu d'autres, les attentats de 2012 ou 2015. Et donc c'est à cette aune-là, puisque c'est le plus impactant, le plus fort, c'est à cette aune-là qu'on a encore tendance à comparer tout le reste. Et plus on se rapproche de ce grand crime, plus on est dans une forme presque pas d'anoblissement, mais de qu'est-ce que c'est vraiment un grand crime, quoi. Donc, et donc c'est à cette aune-là qu'on va juger les autres.
Vous êtes spécialiste de l'antisémitisme sous Vichy. L'antisémitisme de Vichy, en quoi diffère-t-il avec l'antisémitisme nazi? Alors c'est très important de distinguer les deux. Je reviens encore à ce moment obsessionnel des années 80-90, parce qu'il y a un basculement qui se produit dans les années 80-90. Au début des années 80, vous avez encore dans les manuels scolaires français l'occultation du rôle de Vichy. On nous explique par exemple que la RAF du Veldiv, c'est la Gestapo. Et puis, à la fin des années 80, au début des années 90, avec le syndrome de Vichy, les polémiques, le fichier juif, Mitterrand, etc., qui ne veut pas reconnaître la responsabilité française. Vous vous rappelez ces polémiques fin des années 80, début des années 90. 92, Mitterrand qui est sifflé au moment de la commémoration du 50e anniversaire de la RAF du Veldiv. On bascule, on a l'impression que c'est Vichy qui a tout fait. Et je lisais hier soir une interview, je lis ma documentation, d'Annette Dvorka en 1992, on la croit, Annette Dvorka qui dit « Aujourd'hui, c'est Vichy qui a déporté, c'est Vichy qui a gazé ». Donc, on a tendance à oublier qu'effectivement, il y a une différence fondamentale entre considérable, entre un antisémitisme qui est celui des nazis, qui vise à tuer les juifs, c'est la politique nazie, vise à tuer tous les juifs. Et une politique qui est celle de Vichy, qui ne vise pas à tuer les juifs, ce n'est pas son objectif. La politique de Vichy visait à réduire la place des juifs français dans l'État, les juifs français deviennent des sous-citoyens, et à se débarrasser des juifs étrangers. Si les juifs étrangers peuvent partir, on ne cherche pas à savoir dans quelles conditions, l'idée c'est pas de les tuer, c'est de s'en débarrasser, c'est de les expulser. Voilà, c'est ça la politique de Vichy. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Vichy, d'une part, a collaboré si facilement à la livraison des juifs étrangers, et pourquoi Vichy avait naturellement des réticences à déporter les juifs français, puisque ce n'était pas sa politique. Vichy n'avait aucune intention de déporter les juifs français, même si, évidemment, en menant une politique antisémite, Vichy ne s'est pas placé en situation de protéger les juifs français. Les juifs français ont été aussi impactés par les déportations. Alors justement, est-ce que les lois antisémites telles qu'elles sont rédigées font la différence entre les juifs français et les juifs étrangers? Eh bien oui, elles font tout à fait la différence, puisque le statut des juifs, je reprends toujours la classification de Tal Brutmann, en fait le statut des juifs c'est trois choses, c'est les juifs français, le juif français c'est le statut des juifs. Le statut des juifs, à la fois il donne une définition de juif qui s'applique à tous les juifs, l'article 1, la définition du juif ça va s'appliquer à tous les juifs, donc les juifs deviennent une nouvelle catégorie de la population. Mais les dispositions du statut des Juifs ne visent que les Juifs français, puisque ce sont eux qui sont dans l'armée, ce sont eux qui sont dans la magistrature, ce sont eux qui sont fonctionnaires dans l'enseignement, etc. Donc le Juif français, le statut des Juifs vise les Juifs français. Il y a une deuxième loi, au même moment, parce qu'on parle toujours du statut des Juifs, la loi du 3 octobre 1940, mais le 18 octobre 1940 au JO, journal officiel, également publié une loi qui vise, elle, les Juifs étrangers. Et que dit cette loi? Tout étranger de race juive peut être interné dans un camp d'internement. Donc on voit que là, il y a la volonté, et si bien qu'à la fin de l'année 1940, pratiquement tous les juifs étrangers en zone sud, c'est une loi qui s'applique en zone sud, c'est une loi propre, vraiment propre de Vichy, sont en grande partie soit dans des camps, soit assignés à résidence, et donc sont vraiment sous le contrôle de l'État. On estime que sur l'ensemble de la population internée en zone libre en fin 1940, vous avez 50 000 personnes. 50 000 personnes, vous avez à la fois des opposants politiques, vous avez des Espagnols qui n'ont pas été rapatriés en Espagne, donc et puis vous avez des Juifs. Et les Juifs, c'est 40 000 sur 50 000. Donc on voit que les Juifs étrangers sont les plus gros contingents. Alors c'est pas que en application de cette loi, il y a d'autres mesures, mais on voit que voilà, la politique de Vichy, c'est les Juifs étrangers, on les met dans des camps, on veut s'en débarrasser. Et puis il y a une troisième loi, qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui a moins d'effet sur la vie des gens mais physique, mais sur leur vie quotidienne, c'est l'abrogation du décret Crémieux en Algérie. Les Juifs d'Algérie perdent leur statut de citoyen français. Donc on voit que la politique de Vichy, elle a vraiment une véritable cohérence dès le départ. 75% des Juifs en France ont survécu, les trois quarts. À titre de comparaison, 90% des Juifs en Pologne ont été victimes de la Shoah. Comment s'explique cette différence? Cette différence, elle s'explique évidemment par le fait qu'en Pologne, les Juifs sont mis dans des ghettos. Il y a vraiment une volonté d'extermination
radical, un pays qui n'a plus aucun garde-fou, des juifs qui étaient déjà au banc de la société, qui étaient déjà à part, qui ne bénéficiaient pas dans la société non juive de solidarité ou d'amitié importante, même s'il y en a, même s'il y a eu des justes en Pologne. Donc tout convergeait pour une extermination radicale. Et je pensais même que le pourcentage était plus important. Vous voyez, moi, je me semble que c'est plus proche de 95. Mais, peut-être. Mais voilà, donc là, en Pologne, et en fait, quand vous regardez une carte de l'Europe, vous voyez que plus vous êtes près des usines de mise à mort et de là où sont les installations, plus vous avez un pourcentage élevé d'extermination. La France est relativement loin, et d'ailleurs c'est l'un des pays les plus loin d'Auschwitz. Quand vous regardez une carte d'Europe, vous voyez le sud de la France et la Grèce, voilà, c'est ce qu'il y a de plus loin. C'est un grand pays, la France, elle a une zone libre. La zone libre, c'est pas grâce à Vichy, hein, c'est grâce à la convention d'armistice, c'est grâce à la stratégie allemande qui a laissé ça, qui n'avait pas tellement le choix parce que la France, c'est 10 fois plus grand que les Pays-Bas, c'est 10 fois plus grand que la Belgique. Donc c'est tous ces paramètres qui expliquent le bilan de la solution finale en France, même si il est toujours dangereux de raisonner en termes de pourcentage parce que en France, vous avez une forte communauté juive. Vous avez plus de 300 000 juifs en France. C'est l'une des plus importantes en Europe de l'Ouest. Et malgré tout, il y a quand même 75 000 qui ont été déportés. 75 000, c'est 3 fois plus qu'en Belgique. Enfin, vous voyez, donc les pourcentages, on peut aussi dire c'est 3 fois plus qu'en Belgique, c'est 5 fois plus qu'en Italie. Enfin voilà, il y a quand même eu un grand nombre de convois qui sont partis de France. Et en ce sens, la politique nazie, elle a plutôt correctement fonctionné. En 1942, les objectifs sont remplis. Après, ça se grippe. Et les nazis font pas le choix, lorsque ça se grippe, de mettre tous les moyens pour arrêter les juifs. La France, c'est sans doute l'élément le plus important qui explique pourquoi autant de juifs ont survécu en France. La France était, pour les Allemands, d'abord et avant tout un enjeu stratégique, géopolitique. Dès 1942, on sait que c'est là qu'il va y avoir un débarquement. Et d'ailleurs, un premier débarquement à Dieppe en août 1942. Donc c'est là que ça va chauffer au moment de la bataille décisive, on le sait. Et donc l'objectif des Allemands en zone occupée, enfin dans l'ensemble du territoire après novembre 1942, ça a toujours été le maintien de l'ordre et la lutte contre la résistance. C'est là qu'on met le plus de moyens, pas pour arrêter les Juifs. Arrêter les Juifs, c'est un objectif, mais c'est pas l'objectif numéro 1 en France occupée. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir pour comprendre le bilan de la solution finale en France. Laurent Joly, vous avez parlé aussi tout à l'heure des Juifs qui étaient des Juifs étrangers qui étaient internés, mais en France, c'était pas les seules cibles, même s'il y avait un antisémitisme d'État avec des lois antisémites. Comment se fait-il qu'il y ait d'autres catégories de population qui sont dans des camps d'internement et comment légalement ça se différencie du statut des Juifs ? Vous avez plein de dispositions, de lois, de circulaires qui permettent d'interner des gens sur décision administrative. Vous avez notamment une circulaire du ministère de l'Intérieur sur les étrangers en surnombre dans l'économie nationale. Ça, c'est une disposition, même des lois, qui permettent de les mettre dans des groupes de travailleurs obligatoires. Donc il y a de l'antisémitisme et de la xénophobie, les deux. Il y a les deux, il y a la xénophobie. La xénophobie, de toute manière, est le principal ressort de l'antisémitisme de Vichy en matière de rafle et de déportation. C'est parce que ce sont des étrangers juifs, c'est-à-dire les étrangers les plus indésirables qu'on puisse avoir. Il y a des hiérarchies dans l'esprit des dirigeants de Vichy. Donc, parmi les étrangers qui sont les populations indésirables, vous avez les plus indésirables, c'est les juifs. Donc voilà, donc ce sont les plus touchés. Et il y a une loi effectivement spécifique qui les vise. Mais il y a d'autres dispositions qui permettent d'interner des étrangers, qui permettent aussi d'interner ce qu'on appelle des nomades, tziganes, ou une population considérée comme nomade, qui sont françaises, qui ont la nationalité française. Donc on va quand même parquer dans des camps parce que c'est des gens qu'on considère comme louches, comme dangereux, comme n'ayant pas de position fixe, n'ayant pas de domicile fixe. Donc,
Donc c'est la logique de Vichy, quoi, De l'ordre. Voilà, les étrangers ou assimilés pauvres, considérés comme pauvres ou dangereux, on les prive de liberté. Voilà, on est en dictature et cette dictature s'autorise ça. Puis vous avez évidemment toutes les mesures de nature politique. Des opposants Justement, politiques. ces cibles politiques, comment elles s'expliquent? Comment est-ce que politiquement, le régime de Vichy choisit ces cibles politiques? Vous avez les adversaires, les adversaires désignés, c'est-à-dire les partisans de la République radicale socialiste. Vous avez une loi, le 3 septembre 1940, qui permet au gouvernement d'interner tout opposant politique. Et qui on va interner? On va interner Léon Blum, on va interner Daladier, on va interner des hommes politiques, mais aussi des industriels importants, comme le futur Marcel Dassault, Marcel Bloch. Et d'ailleurs, on vise pas mal de juifs importants. Vous voyez, on voit dans l'imaginaire l'opposant politique, l'adversaire désigné, c'est aussi le juif. Donc, vous avez plein de dispositions qui permettent de toucher un maximum d'individus considérés soit comme dangereux, indésirables. On peut les mettre dans des camps. Tout à l'heure, vous avez évoqué la zone libre et la zone occupée. Quelle différence y a-t-il à ce moment-là entre la zone libre et la zone occupée, notamment, bien sûr, pour les Juifs? Alors, c'est la grande spécificité de la France, hein, dans cette Europe dominée par les nazis en 1940. Les Allemands vont de victoire en victoire et partout, ils s'installent et ils occupent. Et donc, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, donc ils sont là. Mais en France, ils font le choix de ne pas occuper entièrement le pays. Et donc de négocier une convention d'armistice. Donc il y a une convention d'armistice qui est très dure pour la France, mais qui lui donne quand même la possibilité d'avoir une souveraineté sur les 2/5 du territoire. Voilà. Donc, c'est ça, hein, c'est ça qui est compliqué dans Vichy, c'est que vous avez à la fois une zone qui est occupée, et la France a le droit de se doter des institutions de son choix. Donc on aurait pu rester en République, là on aurait pu faire un gouvernement d'union nationale, c'est pas le choix qui a été fait, on le sait. Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs après le vote des deux chambres qui lui donnaient les pleins pouvoirs constituants, donc c'est une forme de coup d'État, et il crée la Révolution nationale, il crée ça. Donc pour les Juifs, évidemment, en zone libre, ils sont mieux qu'en zone occupée, puisqu'en zone occupée, les Allemands imposent des ordonnances qui ont un objectif sécuritaire. Les Juifs, c'est un danger sécuritaire, donc il y a des ordonnances, il va y avoir un recensement, il va y avoir le marquage des magasins, il va y avoir le marquage des pièces d'identité, il va y avoir aussi la spoliation, mais pas tout de suite. Les Allemands vont avancer prudemment pour la spoliation parce qu'ils ne veulent pas être en délicatesse avec les règles internationales. Mais tout ça se met en place. Et donc, on voit qu'il y a des brimades physiques aussi, interdiction de déplacement, et puis des premières rafles en mai 41, une première rafle à Paris. Donc, vous voyez que les Allemands ont leur propre politique, et Vichy a sa propre politique. Donc, je vous ai expliqué vraiment la cohérence, puisque vous avez une zone libre, vous avez l'Algérie, vous avez Vichy garde son empire. Donc, l'antisémitisme de Vichy correspond à ces marges de manœuvre de Vichy, ces marges de manœuvre de liberté dont je vous ai parlé. Donc, il y a le statut des Juifs, il y a la loi contre les Juifs étrangers, et puis il y a l'abrogation du décret Crémieux en Algérie, mais aussi le statut des Juifs qui va être étendu dans l'ensemble des colonies. J'ai un collègue, Eric Jennings, qui a travaillé là-dessus. C'est assez fascinant de voir que Vichy va essayer de traquer un fonctionnaire juif qui peut encore se trouver à Madagascar ou dans les Antilles. Enfin, ça paraît complètement délirant. Mais c'est l'idée que la France continue à pouvoir mener sa propre politique malgré une guerre mondiale, qui se continue un peu partout. On se retrouve dans un instant. Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Et on se retrouve pour la seconde partie de ce grand entretien avec l'historien Laurent Joly, spécialiste du régime de Vichy et de l'antisémitisme, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, La rafle du Veldiv, avec Alice Mendelssohn, une jeunesse sous l'occupation, est paru chez Grasset. Laurent Joly, est-ce qu'il y a à un moment donné une concurrence entre le régime de Vichy
et les nazis, puisque vous venez de le dire, hein, Vichy va traquer des fonctionnaires juifs, y compris dans des zones très reculées. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence comme ça? Alors, quand on observe la politique antisémite, elle est très intéressante pour l'historien parce que c'est à la fois en soi un sujet important, douloureux, mais c'est aussi un révélateur de ce qu'est Vichy, fondamentalement. Et Vichy, j'ai toujours cette formule, mais je la reprends, Vichy marche sur deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la collaboration. Les dirigeants de Vichy partent du principe que l'Allemagne va gagner la guerre, qu'il faut donc que la France ait la meilleure position dans une Europe qui sera durablement dominée par les nazis. Donc il y a cette politique-là qui est plutôt essentiellement portée par Pierre Laval, donc le vice-président du Conseil, puis chef du gouvernement en 1942, donc la collaboration. Et la Révolution nationale, c'est la deuxième jambe. Vichy marche sur deux jambes, la Révolution nationale. On va redresser le pays, on va le purger, etc. Et l'antisémitisme, s'inscrit dans ces deux, est vraiment à cheval entre ces deux logiques et très révélateur de ces deux logiques parce que c'est sur la question juive que, comme on le disait, que les Allemands vont apporter quelque chose d'intéressant pour Vichy, pour collaborer, alors que Vichy veut aussi faire la Révolution nationale. Parce que l'une des premières ordonnances que les Allemands vont prendre en zone occupée vise précisément les Juifs. Et donc, il y a des enjeux de souveraineté qui se mettent en place dès le départ. Puisque une ordonnance allemande, elle est applicable qu'en zone occupée, mais la loi de Vichy, pour qu'elle soit applicable en zone occupée, il faut que les Allemands soient d'accord. Donc, en matière d'antisémitisme, ça crée d'emblée des discussions, des négociations. Donc les Allemands, comme ils savent que les ordonnances allemandes, les ordonnances qu'ils vont prendre contre les Juifs, les Allemands préféreraient que ce soit Vichy qui prenne ces mesures parce que c'est pas évident de légiférer contre les Juifs. Ça peut être, je vous le disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir des problèmes avec la Convention de La Haye, avec la Convention d'armistice. Donc Vichy est mis au courant, avant même que les Allemands adoptent leurs ordonnances, ils en connaissent le texte. Et de la même façon, Vichy envoie aux Allemands leur projet de statut des Juifs. Donc on voit qu'il y a... Il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours, il y a des discussions, et les Allemands se disent peut-être que ce serait bien que ce soit le gouvernement de Vichy qui prenne des mesures pour l'économie. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, les Allemands voulaient marquer les magasins juifs et voulaient les déposséder et faire de la spoliation. Mais la spoliation, ils n'avaient pas vraiment le droit d'un point de vue légal. Donc ils ont essayé, dès octobre 40, d'essayer de pousser Vichy à faire ça. Donc on voit qu'il y a des points de convergence. Les Allemands voient le texte du statut des Juifs, ils se disent, c'est un premier pas. On voudrait plus, mais on va pas apposer notre veto parce que c'est bien que Vichy commence à faire ça. Donc on voit qu'on se regarde, on s'observe. Parfois, on fait des remarques. On se dit, oui, ça, cette clause-là pose un problème. Donc ça, c'est le départ. Les remarques, quelles remarques sont le plus prises en compte? Les remarques des nazis? Bien sûr, puisque après il va y avoir le moment où ça va commencer à converger vraiment. Parce qu'au départ, ça converge pas vraiment. Au départ, Vichy suit sa logique. Les Allemands suivent leur logique, en se disant on verra plus tard. Voilà. Des deux côtés, on verra plus tard. Donc Vichy, je vous l'ai dit, fait son statut des Juifs, ça vise les Juifs français, profession à influence, plus de Juifs dans l'armée, plus dans la magistrature, plus de Juifs dans la police, dans l'enseignement, etc. Ils ne peuvent plus être enseignants. Ça, c'est la logique de Vichy. Les étrangers de race juive, on peut les mettre dans des camps, et puis l'abrogation de décret Crémieux. Et puis les Allemands, eux, ils font le recensement, ils marquent les magasins, et ils imposent la nomination d'administrateurs provisoires aux entreprises juives. Vous voyez, c'est le départ, on sait ce que l'un et l'autre font, mais chacun suit son truc. Et puis en 1941, ça va commencer à converger. Et c'est là où ça devient criminel, et tout à fait... on voit qu'il y a une logique criminelle qui se met en place et on se rend compte qu'en fait, cette logique criminelle, Vichy va pas pouvoir la stopper. Les Allemands disent, maintenant, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut créer une sorte d'office central, un ministère. Vichy veut collaborer, les Allemands veulent aller plus loin en matière antisémite, donc Vichy dit d'accord. Et Vichy crée le commissariat général aux questions juives. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez le commissariat général aux questions juives, là, on rentre dans une logique effectivement de concurrence, de rivalité, mais surtout de convergence. Pourquoi? Parce que le commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat,
c'est à la fois un antisémite à qui on dit, les Allemands disent bien ce qu'eux veulent faire. Les Allemands disent, nous, on veut débarrasser l'Europe des Juifs. Donc à partir de ce moment-là, Vichy est dans la solution finale. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà est un ouvrier français de la solution finale. Mais c'est aussi un grand patriote. Et ce qu'il veut, c'est que la loi française supplante les ordonnances allemandes. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Vala? Il va à la fois prolonger la politique propre de Vichy et il va décalquer les mesures allemandes en les aggravant. Donc il va faire un recensement, il va faire la spoliation, il va aller encore plus loin que les mesures allemandes parce qu'il a cette espèce d'idée obsessionnelle qu'il va pouvoir obtenir le retrait des ordonnances allemandes et que c'est la loi française qui va s'appliquer partout. Donc à partir de ce moment-là, on est vraiment dans un engrenage parce que Vala fait des déclarations à la presse, il annonce dès avril 1941 que les Juifs étrangers partiront. C'est quand même un tournant. Et donc voilà, on est dans une logique comme ça d'émulation qui fait que l'un alimente l'autre. L'un alimente l'autre. Les Allemands, évidemment, ne retirent pas leurs ordonnances, ils en ajoutent. Et voilà, lui, multiplie les lois, il en fait des dizaines. Il faut imaginer un nouveau statut des Juifs, des dizaines de décrets pour réglementer, parce que le statut des Juifs, c'est la fonction publique. Mais il y a les professions libres, il y a les professions libérales. Donc ça va être des interdictions, ça va être le numerus clausus, l'enseignement supérieur, l'université. On ne va pas aller jusqu'à l'école. Les enfants juifs vont pouvoir continuer à aller à l'école, sauf en Algérie pour un certain nombre d'entre eux, mais on ne va pas toucher à l'école. Il y a certains endroits où on va préserver parce qu'on se dit là, ça risque de ne pas passer. Mais il y a vraiment une logique d'émulation jusqu'à la fin de l'année 41. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, comme vous venez de le formuler, là, ça ne va pas passer? Qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a des choses qui ne passent pas? C'est tout simplement parce qu'on sonde l'opinion. Et c'est assez frappant de voir que... et c'est là, oui, pour revenir à ce que vous demandiez tout à l'heure, à ce que vous me disiez tout à l'heure sur la Pologne. En Pologne, on ne se soucie absolument pas de comment va réagir l'opinion publique. Et même, l'opinion publique est menacée. C'est-à-dire que si vous abritez chez vous un juif, vous pouvez être condamné à mort. Donc, on ne tient aucun compte des gens, des Polonais. En France, l'occupant, qui a beaucoup moins de moyens pour contrôler le pays, une armée d'occupation qui est réduite au minimum, une administration militaire qui est réduite au minimum, il faut ce qu'on appelle administrer de manière habile, ce qu'on appelle l'administration de surveillance, c'est-à-dire qu'on surveille ce que les Français font. Donc on est obligé de tenir en compte l'opinion publique pour que les gens, et les caresser un peu dans le sens du poil, mieux qu'on peut, c'est la carotte et le bâton en permanence, et avec des menaces fortes, on affiche quand il y a un attentat, des représailles, mais on dit les criminels, c'est pas le bon peuple français, c'est les communistes, c'est les juifs. Donc il y a une volonté de faire attention et de ménager l'opinion publique, si bien que lorsque il y a les premières rafles, on va faire des sondages. On va essayer de voir comment réagit l'opinion publique. Donc on sait comment réagit l'opinion publique. On sait qu'en mai 41 et en août 41, quand il y a les premières rafles à Paris, il y avait plein de rapports, des renseignements généraux, et on voit qu'en gros, les Parisiens, puisque ça se passe à Paris, ne sont pas défavorables au fait qu'on arrête des juifs hommes étrangers. Mais les anciens combattants, voilà, les Français, on voit qu'il y a des limites. Et puis il y a surtout décembre 41, quand il y a la rafle, troisième grande rafle à Paris, on arrête essentiellement des juifs français qui habitent dans les beaux quartiers. Ces gens-là ont des relations. Ils vont donc écrire à Vichy. Et on voit qu'il y a un malaise. Et parce qu'on s'en prend à des juifs français, en plus anciens combattants pour la plupart. La logique des Allemands, c'était de prendre des notables. C'est pour ça qu'on a surnommé cette rafle la rafle des notables. Et donc, à partir de ce moment-là, Vichy est très clair dans sa position par rapport aux Allemands. Et Xavier Vallat, le commissaire général aux questions juives lui-même, va dire aux Allemands, vous n'avez pas de psychologie. Nous, en zone libre, on a plein de juifs étrangers indésirables. Et vous, qu'est-ce que vous faites à Paris? Vous allez prendre des juifs français, anciens combattants, qui sont les plus respectables des juifs français. Peut-être parmi eux, il y en a qui méritent même des exemptions au statut des juifs. Donc c'est absurde. Et donc, à partir de ce moment-là, vraiment, Vichy va pousser, et va d'ailleurs
concentrer sa politique contre les Juifs étrangers. Après décembre 41, vous avez pratiquement plus de textes légaux contre les Juifs. Alors même que Vallat avait en tête de faire un 3e statut des Juifs, là, le gouvernement, on lui dit, on s'arrête là. On n'embête plus les vieux Juifs français. Il y a ce qu'il faut pour réduire leur place dans la société française. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'amiral Darlan, le vice-président du Conseil qui a succédé à Laval, refuse aux Allemands l'étoile jaune. Oui, on est décembre 41, janvier 42. Et à partir de ce moment-là, vraiment, Vichy se met dans l'état d'esprit de se limiter aux Juifs étrangers. Et ça, c'est pas une protection de Pétain sur les Juifs français. Ce que vous nous expliquez, c'est pas de la protection. C'est l'inverse d'une protection. Ces Juifs, d'ailleurs, vont très, très peu être protégés, les Juifs français en l'occurrence. Ils ont été arrêtés par les Allemands. C'est pas Vichy qui a arrêté en décembre 41, mais Vichy n'est pas vraiment en mesure de les protéger. Ça se passe à Paris, et il y a quelques dizaines qui vont réussir à être protégés et à être libérés. Mais c'est surtout une politique qui a sa cohérence contre les Juifs étrangers. C'est parce que Vichy veut se débarrasser des Juifs étrangers que Vichy va accepter de contribuer à la solution finale. Vous voyez, on inverse les choses. Mais effectivement, il n'est pas dans l'intention de Vichy de déporter les Juifs français. Pourquoi Vichy aurait-il voulu déporter les Juifs français? Il n'y avait aucune raison, puisqu'on voit bien que l'opinion publique n'est pas prête à l'accepter. Pourtant, c'est fait. Non, c'est pas fait. Ça va être fait après. Oui. Pourquoi? Parce que il se trouve que les Juifs étrangers ont des enfants qui sont français, et ça, Vichy ne va pas les protéger. Vichy va considérer que des enfants français qui auraient dû être protégés, qui devaient l'être d'ailleurs, mais ça, c'est une autre logique, on va en parler après, mais le moment était 42, c'est vraiment un moment qui est dans la continuité de ses premiers choix, de la politique de 41, qui va viser à donner aux Allemands le maximum de Juifs étrangers, sauf que quand on veut donner le maximum de Juifs étrangers, on se trouve aussi à se pencher sur des Juifs qui sont en France depuis longtemps, qui sont en situation régulière, c'est le cas des Juifs à Paris, qui sont là depuis longtemps. Alice Mendelssohn, par exemple, avec qui j'ai écrit ce livre, Alice, elle est née en 1925. La rafle du Veldiv. Non, c'est Une jeunesse sous l'occupation. Oui. Alice, elle est née en 1925, elle est née en France. Ses parents sont là depuis plus de 20 ans. Et ils sont encore étrangers et ils vont être visés par la rafle du Veldiv. Alice va y échapper de justesse. Son père avait déjà été arrêté en 41. On est vraiment dans le cas typique des Juifs polonais. Mais ces gens-là sont là depuis toujours et leurs enfants sont français. Et ça ne va pas les protéger, ce qui aurait dû être le cas. Et en plus, les enfants vont être déportés, séparés de leurs parents dans des conditions ignobles, un cas absolument unique en Europe de l'Ouest. Donc il est là vraiment le crime de Vichy, mais préparé par toute cette politique de 40-41. Un cas absolument unique dans l'Europe de l'Ouest, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça s'est jamais fait, ça ne se fera jamais, et ça ne s'était jamais vu, qu'on arrête des familles entières, qu'on les sépare et qu'on les déporte avec des enfants livrés à eux-mêmes, ces convois-là, et qui sont vraiment le crime dans le crime. Ou, pour parler comme Serge Schwarzfeld, le paroxysme de la solution finale en France. Ça a été fait nulle part ailleurs. Et c'est vraiment en fait, lorsqu'on veut vraiment restreindre et aller vers ce qui est absolument, et qui le sera toujours, malgré des tentatives de réhabilitation, de déni, mais quand on va vraiment, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, quand j'ai travaillé sur la rafle du Veldiv, je me suis interrogé sur une chose toute bête, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres convois comme ça ailleurs en Europe? Des convois comment? Des convois où, au départ, vous mettez les parents, vous les séparez brutalement de leurs enfants, puis des semaines après, vous déportez des enfants seuls, mélangés avec des adultes qu'ils ne connaissent pas. Ces convois-là, les convois d'août 42 de Drancy, il faut voir, on est vraiment au cœur du crime contre l'humanité, parce que des enfants livrés eux-mêmes pendant des semaines, qu'on envoie à Drancy, et on leur ment tout le temps. C'est-à-dire qu'on ment à tout le monde en permanence. Ça aussi, ça signe le crime. On dit aux parents que les enfants ne seront pas déportés. Donc les parents partent, ils sont terriblement affectés, mais ils se disent au moins nos enfants, ils y échapperont. D'autant plus qu'ils sont français, donc il n'y a aucune raison
qui soient livrés par un gouvernement français. Donc on leur fait croire que les enfants seront à la Croix-Rouge. Et les pauvres enfants, lorsqu'on les met dans des trains pour Drancy, on leur dit qu'ils vont retrouver leurs parents à Drancy. Donc ils arrivent à Drancy, vous imaginez l'état dans lequel ils sont. Et on va les mélanger avec des juifs réfugiés qui souvent sont internés depuis 2 ans en zone libre. On les mélange avec ces adultes qui sont au bout du rouleau. C'est des convois absolument ignobles. C'est le pire du pire. Vichy fera plus jamais ça. Les Allemands ne l'imposeront plus. Même si Vichy aurait pu, à ce moment-là, se battre et dire, bah non, c'est des Français et ils feront après. Hein. Et c'est des enfants. C'est des enfants. Et en plus, ils sont français. Enfin, il y avait tous les arguments. Mais à ce moment-là, Vichy est dans une logique de collaboration, veut donner 40 000 juifs aux Allemands, a promis 40 000 juifs et donnera bien 40 000 juifs. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun équivalent. Ça s'est fait nulle part ailleurs des convois comme ça. Même dans des pays comme la Pologne. Non, même dans des pays comme la Pologne. En Europe, ça s'est pas fait. En Europe de l'Ouest, ça s'est pas fait. Pourquoi ? En Pologne, on a procédé autrement. Mais ça ne s'est pas fait. Donc ces convois-là partis d'Europe de l'Ouest, ça s'est fait nulle part ailleurs comme ça. Et donc ça, on est vraiment dans le crime dans le crime. Et en fait, c'est vraiment ça que l'histoire retiendra de Vichy. Parce que c'est le crime absolu. Et c'est ça qui reste la tâche la plus sombre de toute cette histoire-là. Et c'est pour ça que c'est le plus important et qu'on en parle encore 80 ans après. Il y a eu le fameux mythe du glaive et du bouclier, Pétain minimisant le mal, De Gaulle le combattant, d'autres aussi sur la France résistante et enfin sur la France indifférente. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de la réalité à ce moment-là ? Ce qui se rapproche le plus de la réalité, c'est que, je vous ai dit, on a des moyens de mesurer le pouls de l'opinion. On a les rapports des RG, on a des rapports des préfets, puis on a aussi les lettres que les gens écrivaient aux autorités. C'est les seuls moyens, finalement. Il n'y a pas de presse libre, on ne vote pas. Donc les gens, pour s'exprimer, dans des cafés, parfois ils parlent, donc on peut entendre ce qu'ils disent, et vous avez des policiers qui prennent des notes, et puis vous avez les gens qui écrivent. Ce qui est vraiment frappant, c'est que Vichy n'avait pas calculé, n'avait pas prévu que l'opinion n'accepterait pas les mesures de 1942, de l'été 42, les rafles visant des familles. Le maréchal Pétain lui-même avait dit en Conseil des ministres, la distinction entre les étrangers et les Français est juste, elle sera comprise de l'opinion. C'est-à-dire que Vichy s'était mis en pensée que parce que ce sont des étrangers, les gens réagiraient pas. Ben non, arrêter des femmes et puis des enfants. Et une fois de plus, je reviens à la situation des Juifs à Paris. Les Juifs à Paris qui sont arrêtés, c'est souvent des immigrés qui sont là depuis longtemps. Leurs enfants, c'est des petits Français, des petits Parisiens. Donc c'est les enfants comme les petits comme les autres, qui vont à l'école avec les autres, copains avec les autres, qui connaissent. Exactement. Des donc ça a créé une empathie du voisinage. On voyait plus là des enfants d'immigrés, on voyait des enfants arrêtés de manière cruelle, brutale, et on ne comprenait pas exactement ce qu'on allait faire d'eux. On trouvait que c'était quand même bizarre ce qui se passait. Pourquoi en plus on va les séparer ? Parce qu'on savait qu'on allait les séparer. Cette rumeur avait circulé. Donc on savait, évidemment, les gens ne pensaient pas qu'on allait tuer tout le monde et qu'il aurait été bien que les enfants soient effectivement séparés, mais épargnés. Non, c'était le fait de les séparer, c'est ça qui choquait les gens. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Donc la population n'a pas accepté. Ça, c'est démontré par toute la documentation. Que l'on a. Concrètement, ça veut dire quoi ? Donc il n'y a pas d'indifférence. Voilà, mais concrètement, ce pas d'indifférence, la population n'a pas accepté, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste d'abord par ces rapports dont je vous ai parlé. Donc vous avez, dès le 17 juillet 42, vous êtes le lendemain de la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv d'ailleurs continue puisqu'elle dure 2 jours. Vous avez un rapport des renseignements généraux qui l'écrit, qui dit « La population parisienne, même si elle n'aime pas les Juifs, a été profondément bouleversée par les opérations, bien plus qu'on pouvait l'imaginer. » Donc, ça dit bien tout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé cette émotion dans la population. Vous avez aussi des rapports des maires d'arrondissement qui le disent exactement les mêmes mots. C'est bien plus profond et bien plus durable qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, il y a bien un moment, été 1942,
et une onde de choc qui va se répandre dans tout le territoire français, qui explique pourquoi l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, avant même la grande rafle de zones libres, va faire une protestation publique. Dans cette protestation publique, on connaît les mots très célèbres, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Ces mots très forts sont précédés par une référence précise à ce qui s'est passé à Paris. Donc on voit que c'est une onde de choc sur l'ensemble du territoire et qu'il y a là un refus, voilà, un refus de l'opinion publique qui se traduit et qui est aiguillonné par les protestations. Il y a Saliège, mais il va aussi y avoir Théas, à Montauban, et surtout Gerlier, à Lyon, parce que Gerlier est le chef de l'Église de France, et sa voix porte encore davantage que celle des autres prélats. Donc, il y a bien un moment, et Vichy va être obligé de tenir compte de cette réaction d'opinion publique, qui explique pourquoi Pierre Laval, le chef du gouvernement, va dire aux Allemands, écoutez, moi, je peux vous donner les juifs étrangers, mais n'en demandez pas plus. Parce que la logique de Vichy, je ne vous l'ai pas dit, parce qu'on est toujours entre juifs étrangers et juifs français. Mais au milieu, il y avait une catégorie de juifs qui était pas vraiment française aux yeux de Vichy, c'était les naturalisés. Oui. Il y en avait beaucoup. Des gens comme les parents d'Alice Mendelssohn, qui demandaient à être français. Eux, ils ne l'avaient pas été. Pourquoi? Parce qu'Alice était une fille, ils n'avaient pas d'autres enfants. Si Alice avait été un garçon, sans doute qu'ils auraient été naturalisés, parce qu'on naturalisait bien plus facilement les juifs polonais qui avaient des enfants, des garçons. Voilà, parce que des garçons, ça faisait des futurs soldats. Donc, il y avait plein de juifs qui étaient devenus français dans les années 30. Et cela, Vichy, il y avait déjà une commission qui révisait dossier par dossier, mais ça avançait lentement. Vichy avait l'intention de dénaturaliser collectivement tous ces juifs. Et c'était vraiment la politique de Vichy. Et en septembre 1942, Vichy y renonce. Parce qu'il y a et Laval le dit aux Allemands. Moi, j'ai mon opinion contre moi. Je ne peux pas vous donner comme ça. Je vous ai promis 40 000 juifs, 40 000 juifs étrangers, je vous les donnerai. Mais ne m'en demandez pas plus. Et les Allemands disent d'accord, on va attendre. Et la priorité, c'est la position du président Laval par rapport à son opinion publique, parce qu'on attend autre chose de lui. Toute dernière question. Il y a la collaboration et les hommes de la collaboration. Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, issu de la droite et qui dérive à l'extrême droite. Jacques Doriot, qui lui au départ est communiste et va finir par servir sous l'uniforme allemand. Qu'est-ce qui fait converger deux profils au départ si différents? Vichy, c'est l'union des droites, vraiment, pour le coup. Et la collaboration parisienne, c'est le fascisme. Et le fascisme, en France, il vient à la fois de l'extrême droite, mais vous avez aussi des gens qui venant de la gauche, par anticommunisme, se rallient. Voilà, c'est l'anticommunisme qui, pour Doriot, ancien communiste converti dans l'anticommunisme, va être l'aiguillon. Et puis il y a aussi des gens qui veulent se placer. Donc c'est ça aussi qui explique des mutations. Vous savez, si un jour l'extrême droite arrive au pouvoir en France, je l'espère pas, mais vous verrez des gens comme ça qui viennent de la gauche et qui se rallient au nouveau pouvoir. C'est des choses qui sont hélas assez classiques. Merci beaucoup Laurent Joly d'avoir accepté l'invitation de Radio J pour nos grands entretiens. Historien spécialiste du régime de Vichy et de l'antisémitisme. Votre dernier livre avec Alice Mendelssohn, Une jeunesse sous l'occupation, paru chez Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup.